Bonsoir, nous allons commencer la séance. Donc la séance d'aujourd'hui est un peu particulière en ce qu'elle déroge à la règle habituelle du cycle physique et philo, selon laquelle un physicien et un philosophe sont censés se donner la réplique. Aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul conférencier, qui est Bernard d'Espagna, mais qui est à la fois physicien et philosophe, et qui a fait œuvre de pionnier dès les années 60 dans le domaine de la physique quantique. En tant que physicien, il a côtoyé Enrico Fermi, Niels Bohr, il a participé, dans les années 50, il a participé à la création du service de physique théorique du CERN, avant de revenir en France à l'université de Paris-Orsay, où il a fini par diriger le laboratoire de physique théorique. Dès les années 60, il a entrepris une profonde réflexion sur l'interprétation de la physique quantique et il a notamment mis en avant le fait que, contrairement à la physique classique, la physique quantique n'est pas justiciable d'une formulation totalement objective, c'est-à-dire qui s'affranchisse totalement de toute référence à un observateur quelconque. En revanche, la physique quantique est une théorie intersubjective, ce qui signifie que ces prédictions doivent être formulées en faisant référence à un observateur, mais que tout observateur potentiel, tous les observateurs potentiels, tomberont d'accord entre eux sur ce qu'ils observent. C'est ce qu'on appelle l'accord intersubjectif. Et Bernard d'Espagna a contribué grandement, dans les années 60, à mettre en avant cet aspect intersubjectif de la physique quantique. Il a été aussi l'un des premiers à faire remarquer que les conséquences de la mécanique quantique doivent nécessairement être prises en compte dans toute réflexion sérieuse sur les positions philosophiques que l'on peut se faire concernant l'univers qui nous entoure. En particulier, la physique quantique remet très fortement en cause la thèse du réalisme dit naïf, selon laquelle le monde qui nous entoure existe tel qu'il nous apparaît, indépendamment de toute personne qui serait là pour l'observer, et selon laquelle encore les objets seraient dotés de propriétés leur appartenant en propre. Cette thèse que tout le monde partage spontanément et intuitivement n'est en fait plus tenable si on tient compte des acquis de la physique quantique. Et Bernard d'Espagna, qui a attaqué cette thèse du réalisme naïf, a été conduit à développer sa position qu'il a appelée le réel voilé et qu'il va nous présenter ce soir. Alors avant de lui céder la parole, je voudrais simplement mentionner deux de ses derniers ouvrages, Traité de physique et de philosophie, qui est une synthèse approfondie de sa réflexion philosophique sur la mécanique quantique, et Candide et le physicien, qui est un ouvrage sans doute plus accessible aux non-physiciens ou non-philosophes spécialistes de la mécanique quantique. Ces deux ouvrages sont parus aux éditions Fayard. Je voudrais également mentionner le fait qu'à la suite de la remise du prix Templeton, qui lui a été attribué en 2009, Bernard d'Espagna a souhaité la création du Collège de physique et de philosophie, qui se réunit maintenant environ tous les mois et demi à l'Académie, et où, avec un certain nombre de collègues physiciens et philosophes, nous discutons des conséquences générales de la mécanique quantique sur la philosophie de la connaissance. Pour ceux que ça peut intéresser, les séances de ce collège sont intégralement retranscrites sur le site du collège et donc accessibles à tout le monde. Le site du collège est www.cphi2.org, cphi2.org pour cphi2.org. Ceux qui sont intéressés pourront éventuellement me demander à la fin. Voilà, je laisse la parole maintenant à Bernard d'Espagna qui va nous présenter sa thèse du réel voilé. Eh bien, mon cher Hervé, merci d'abord pour cette invitation et merci pour cette présentation très sympathique et élogieuse. Nous allons effectivement parler de la physique quantique et du réel et l'exposé s'intitule Physique quantique et réalité. La réalité, c'est quoi? Alors, poser une question n'implique
pas qu'on va y répondre. Et de fait, si vous espériez qu'au sortir d'ici, vous auriez la réponse définitive à la question « la réalité c'est quoi ?», vous serez déçu. Mais cette question, nous allons l'examiner. Nous constaterons que, comme les philosophes le savent depuis très longtemps, cette question, loin d'être banale, est au contraire extrêmement délicate et compliquée. Mais grâce à la physique contemporaine, nous pourrons quand même dire des choses sur elle, et des choses instructives, ce qui fait que finalement c'est une question qui est tout à fait digne et qui devrait et qui doit intéresser les philosophes. Bien entendu, cet examen ne peut être fait qu'à partir de la mécanique quantique, puisque la mécanique quantique est celle qui gouverne aujourd'hui pratiquement toute la physique. Et ce que nous allons constater, c'est en gros que cette mécanique, un peu machiavélique dans un sens, suggère une réalité existante en soi, mais impossible à faire coïncider avec notre expérience, et en compensation, en quelque sorte, elle nous fournit une règle de calcul universelle permettant de prédire la dite expérience. Et la règle fonctionne toujours. Bon, je m'explique. La physique quantique est en contraste avec la physique classique, plus ancienne. La physique classique est celle essentiellement qui est enseignée au lycée, et à juste titre, car c'est elle qui gouverne les technologies banales, si vous voulez, mais utiles, et de toute façon, il faut commencer par elle. Alors, si vous le voulez bien, nous-mêmes commençons un petit peu par la physique classique. La physique classique a toujours été comprise comme levant le voile des apparences et nous découvrant la réalité telle qu'elle est en soi. Comme le disait Hervé Svier à l'instant, conçue comme tout à fait indépendante de nous, elle existe, elle est comme elle est, et la physique classique est supposée nous la dévoiler. Alors, elle pose qu'il y a des objets, divers objets répandus dans l'espace, qu'il y a des champs électriques et magnétiques, et à chacune de ces entités, elle associe un symbole mathématique. Ces symboles mathématiques sont supposés obéir à des lois exprimées mathématiquement, et l'ensemble de ces lois constitue une théorie. Et de ces lois, la théorie déduit des conséquences expérimentalement vérifiables. Et naturellement, cette dernière étape est essentielle parce que c'est elle qui permet de voir si la théorie est juste ou pas. Mais vous remarquerez qu'en physique classique, cette dernière étape ne fait quand même pas partie inhérente de la théorie, en ce sens qu'on peut très bien, si on veut, énoncer la théorie de A à Z sans du tout mentionner les expériences qui vont avec. Pédagogiquement, ce n'est pas recommandé, mais c'est possible, c'est grammaticalement et logiquement possible. Nous verrons qu'en physique quantique, ça y en va différemment. Alors, quand nous avons affaire à une telle théorie, entièrement fondée sur l'idée limpide que les entités dont elle traite sont une multitude d'objets
localisés, n'interagissant pratiquement pas entre eux quand ils sont loin des uns des autres, plus éventuellement des champs ayant une valeur en tout point de l'espace ou de l'espace-temps, toutes ces entités existant vraiment par elles-mêmes, que nous puissions ou non les percevoir, nous conviendrons de dire que cette théorie est compatible avec le réalisme local. C'est une expression comme ça que j'utiliserai au cours de cet exposé. Donc la physique classique est compatible avec le réalisme local. Ce réalisme local est une conception qui nous est tellement naturelle qu'à première vue, elle peut paraître incontournable. Certes, elle repose sur le postulat que l'esprit humain a en sa possession tous les concepts correspondant à ce qu'est le réel. Mais jusqu'à l'avènement de la mécanique quantique, cette hypothèse paraissait confirmée par l'expérience, parce qu'on avait toujours pu construire des théories comme ça. Au moment de l'apparition de la mécanique quantique, on pouvait donc normalement espérer qu'il en irait de même pour elle, et de fait, telle semble avoir été l'idée, non certes de ses fondateurs, Bohr, Heisenberg et les autres, qui étaient beaucoup plus prudents sur ce point, mais de beaucoup de leurs successeurs. Alors, cette prémonition fut-elle réalisée? Eh bien, ceux parmi vous qui ont eu l'occasion d'appliquer la physique quantique à l'étude de problèmes statiques, comme la détermination des niveaux d'énergie des atomes ou des molécules, l'atome d'hydrogène par exemple, c'est plus simple, ceux-là peuvent avoir l'impression que la réponse est oui. En effet, le problème s'y réduit à la recherche des conditions dans lesquelles la fonction d'onde, fonction des coordonnées d'espace et du temps, peut s'écrire comme le produit d'une fonction des seules coordonnées d'espace par une fonction du temps seul. Et qualitativement, cela ressemble énormément au problème tout à fait classique des cordes vibrantes, où la corde est une réalité dont la forme évolue dans le temps. D'où l'idée toute naturelle que la fonction d'onde est elle aussi une réalité existant indépendamment de nous, que c'est elle qui constitue la vraie réalité de ce que nous appelons une particule. Et de fait, la mécanique quantique que nous appelons standard, c'est pas un très joli mot, mais voilà, nous l'appelons maintenant comme ça, c'est celle qu'on enseigne à l'université, a été fondée sur l'idée manifestement très voisine de celle que je viens de dire, que la fonction d'onde d'un système représente l'information la plus précise qu'il soit possible d'avoir sur un système. Autrement dit, qu'il n'y a pas de paramètres supplémentaires à ajouter. Bon, voilà pour les problèmes statiques, si vous voulez. Mais maintenant, intéressons-nous au phénomène de collision. Alors, en physique classique, le choc sera, disons, entre deux boules de billard. Et aussi bien avant qu'après le choc, chaque boule constitue évidemment une réalité distincte. En physique quantique, les deux objets correspondants seront des particules et selon ce que nous venons de dire, seront en fait, la réalité seront deux fonctions d'onde. Effectivement, nous aurons bien, avant le choc, nous aurons bien deux fonctions d'onde distinctes, fonction l'une des particules de la première particule, l'une des coordonnées de la première particule et l'autre fonction des coordonnées de la seconde particule. Mais que se passe-t-il après le choc? Eh bien, la résolution de l'équation de Schrödinger montre qu'en général, il est impossible d'attribuer une fonction d'onde à chacune des deux particules après le choc.
après le choc, nous obtenons bien une fonction d'onde. Le calcul résout l'équation de Schrödinger dépendante du temps et ça nous donne un résultat qui est ce qu'il est, quoi. Et ce résultat, c'est une fonction des coordonnées des deux particules et du temps, mais que nous ne pouvons pas, cette fois, séparer en une fonction qui serait une fonction des seules coordonnées de la première particule et une fonction qui serait fonction des coordonnées uniquement de la seconde particule. Pour les spécialistes, j'ouvre une petite parenthèse, ces problèmes de collision, on les traite en général en séparant le mouvement du centre de gravité et le mouvement de ce qu'on appelle la particule relative, c'est-à-dire on invente une particule idéale qui n'existe pas. Et dans ces conditions, on peut séparer effectivement le mouvement du centre de gravité et le mouvement des particules relatives. Mais si on veut ensuite reconstruire l'image, c'est-à-dire parler des particules telles qu'elles sont, c'est-à-dire eh bien, on ne peut pas séparer la fonction d'onde en ces deux composantes que je viens de dire. Et pourtant, nous pouvons observer nos deux particules après le choc. On peut faire des expériences et constater qu'on va voir l'une des particules à un certain endroit et l'autre particule à un autre endroit. Vous voyez, nous avons déjà à ce stade une confirmation du côté un peu mystificateur de cette théorie quantique. À notre question, qu'est-ce qui est réel? Elle semble suggérer une réponse, et en même temps, cette réponse contredit ce que nous tenons pour évidemment vrai. Mais alors, direz-vous, si la mécanique quantique bafouille ainsi quant à cette question du réel, comment expliquer que ces axiomes soient maintenant au cœur non seulement de la physique atomique proprement dite, mais aussi de la physique nucléaire, de la physique des hautes énergies, de l'électromagnétisme, de la chimie presque tout entière, et j'en passe. Et que ces prédictions expérimentales aient jusqu'à présent toujours été trouvées justes. Eh bien, la réponse tient en trois mots qui sont règles de Born. Born, c'est le physicien qui a trouvé la règle en question. Comme vous le savez, la mécanique quantique est une théorie intrinsèquement probabiliste. Dans certains cas, la fonction d'onde fournit seulement la probabilité pour que lors de la mesure d'une grandeur physique, telle ou telle valeur soit trouvée. Et la règle dite de Born, ajoutée dans le formalisme, est celle qui dit comment ces probabilités doivent être calculées. Elle est universelle et ses prédictions, comme je viens de le dire, sont toujours tombées. Notons quand même ici un point assez embarrassant. Il tient au fait que si on refait une mesure qu'on vient de faire, normalement on doit retrouver le même résultat. Et c'est bien effectivement ce qu'on constate. Lors de la première mesure, la probabilité du résultat a donc brusquement changé, dans le cas que je viens de considérer, puisqu'elle est passée d'une valeur inférieure à 1 à la valeur 1. Et puisque c'est à partir de la fonction d'onde qu'on calcule les probabilités, cela implique que la fonction d'onde elle-même a brusquement changé elle aussi. Dans notre jargon, nous disons qu'elle est réduite. Un tel changement brutal est toutefois difficile à concevoir, car la fonction d'onde est étalée dans l'espace, et si elle constitue une réalité physique, cela implique par conséquent que l'opération de mesure induirait des changements instantanés à distance, ce qui est impossible, nous dit la relativité. Alors, finalement, est-ce si sûr que ça qu'une fonction d'onde est une réalité physique? Eh bien, essayons de nous passer de cette hypothèse. Puisque nous cherchons une réponse à la question « la réalité est quoi ?», il nous faut quand même un critère de réalité. Einstein en a proposé un.
Je ne vais pas vous le réciter, mais simplement vous montrer quelle est son idée directrice en m'aidant d'un exemple de fantaisie. Imaginons un psychologue ayant affaire à une population très nombreuse, formée exclusivement de gens mariés. Imaginons qu'il isole soigneusement les maris des épouses et qu'après avoir noté le nom de famille de chaque épouse, il lui demande de répondre par oui ou par non à une question simple, toujours la même, disons d'ordre politique, par exemple. Imaginons que pendant ce temps, son assistant fait de même à l'égard des maris. Et alors, l'opération terminée, le psy et son assistant comparent les réponses. Et ils constatent qu'il y a des oui et des non, mais imaginons, chose que la logique n'interdit pas, que une corrélation parfaite entre les réponses est trouvée. À toute épouse ayant répondu oui correspond un mari ayant répondu oui, et à toute épouse ayant répondu non. Non correspond un mari ayant aussi répondu non. Au vu d'un tel résultat, le psychologue est sûr d'au moins une chose, c'est que les membres de l'échantillon n'ont pas répondu au hasard, car si c'était le cas, il y aurait sûrement eu au sein d'un même couple des réponses oui-non. Un mari aurait répondu oui et son épouse aurait répondu non. S'ils ont répondu au hasard, c'est évident que ça se serait produit. Or, par hypothèse, ça ne s'est pas produit. Autrement dit, avant même l'expérience, chaque individu avait une opinion déterminée, bien réelle, sur le sujet de la question. Ils ont dû en débattre ensemble avant d'être séparés. Mais enfin, ça, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que après qu'ils aient été séparés, mais avant que l'interrogatoire, ils avaient déjà chacun une idée fixe sur la question. Et par induction, le psy en déduit que ce doit être aussi le cas de n'importe quel élément de la population considérée. Nous avons une population extrêmement nombreuse et on a pris un échantillon représentatif également extrêmement nombreux. Sauf évidemment, si on suppose que les épouses transmettent à distance et par télépathie leur réponse à leur mari, avant que le mari n'ait répondu lui-même, auquel cas on pourrait expliquer la corrélation parfaite sans supposer qu'ils avaient précédemment des opinions déterminées, bien réelles. Mais nous écartons cette idée de télépathie et de communication instantanée à distance. Donc, nous avons notre conclusion. Vous me direz qu'une population de couples réagissant de cette manière est pure fiction. Oui, mais dans le domaine des particules, il en va autrement. Au laboratoire, il est possible de faire interagir des particules de telle sorte que les résultats de mesures effectuées postérieurement à l'interaction sur chaque paire individuelle présente précisément la corrélation stricte que je viens d'imaginer entre les réponses de mes couples. Et ici comme là, il faut en déduire qu'après l'interaction, mais avant des mesures, les particules avaient déjà des propriétés révélées par la mesure. Autrement dit, que ces propriétés étaient des éléments de réalité. Et ici comme là, il faut en déduire par induction que les particules composant n'importe quel couple préparé de cette manière possèdent chacune les éléments de réalité dont il s'agit. Alors, à défaut de la fonction d'onde, dont nous ne savons plus très bien si elle est réelle ou pas, tenons-nous enfin là de vrais éléments de la réalité. Einstein espérait
Et le physicien John Bell a voulu savoir ce qu'il en était. Il s'est pour cela fondé sur l'argument que je viens de dire, qui l'a convaincu qu'au moins dans de telles expériences, les propriétés des particules en jeu sont bien réelles. Il a alors voulu tester l'hypothèse toute naturelle que le résultat d'une mesure faite à un endroit ne dépend pratiquement pas de ce qui se passe à un autre endroit situé très loin, aussi loin qu'on veut du premier. Ce qui est l'hypothèse de localité. Et sur ces bases, prises comme hypothèse de travail, il a pu démontrer, indépendamment de toute théorie particulière, la quantique ou autre, la validité de certaines inégalités entre quantités mesurables, alors que, fit-il remarquer, ces inégalités sont violées par les prédictions vérifiables de la mécanique quantique. Et qui plus est, elles le sont aussi par l'expérience, comme la très belle expérience d'Alain Aspect réalisée à Orsay l'a montré un peu plus tard. Étrangement, cela montre que si l'on tient pour convaincante la preuve de réalisme que nous venons de voir, on doit renoncer à tout réalisme local, puisqu'on doit renoncer à l'hypothèse de localité. On doit accepter la non-localité, la violation de la localité. Idée qui viole non seulement le bon sens, mais même la relativité, comme on le vérifie bien aisément. Ces quelques aperçus suffisent déjà à montrer que concilier la mécanique quantique avec le réalisme local, qui est le réalisme du sens commun, est impossible. C'est là une situation très nouvelle que Hervé Svion, mon voisin de droite, a parfaitement exprimé quand il a écrit « Il semblerait que pour la première fois dans l'histoire de la philosophie, le choix de croire qu'il existe un monde extérieur à tout observateur et grossièrement conforme à ce que nous en percevons ne soit plus possible, sauf à adopter une attitude irrationnelle. » C'est ce que Hervé Svion vient de nous redire tout à l'heure. À ce stade, contraint de conserver cette non-localité incompatible avec l'interprétation classique de la relativité, le réaliste se voit obligé de jeter du lest. Toutefois, ce qu'il peut encore s'efforcer de faire, c'est de préserver l'idée que le réel est scientifiquement connaissable, en renonçant à exiger qu'il soit grossièrement conforme à ce que nous en percevons, voire conforme à la relativité. Un nom pour désigner cette option philosophique est « réalisme des entités ». Je l'utiliserai. C'est une position philosophique assez peu gratifiante, car il faut alors rendre compte du fait que la non-localité, chose tellement énorme qu'elle devrait littéralement nous crever les yeux, n'est en fait jamais observée à notre échelle. De fait, la position en question est malgré tout tenable car il existe des modèles réalistes dans lesquels, à grande échelle, les effets de non-localité sont inobservables, soit parce qu'ils se compensent mutuellement, soit pour d'autres raisons. C'est le cas, semble-t-il, des divers modèles à variables cachées, paramètres supplémentaires dont je parlais tout à l'heure, dont la théorie standard ne veut pas, mais après tout, rien ne nous oblige à obéir à cette règle. Donc, certains physiciens essaient d'introduire ces paramètres supplémentaires. Donc, c'est aussi le cas de modèles fondés sur une équation de Schrödinger légèrement modifiée par de petits termes additionnels. Toutefois, aucun de ces modèles n'a les faveurs de la majorité des physiciens. Les premiers, parce qu'ils n'améliorent en rien la fécondité de la mécanique quantique standard,
et les seconds parce que ces petits termes qui ont été ajoutés ad hoc. Je reconnais néanmoins que les physiciens profondément attachés au réalisme des entités peuvent légitimement en sauvegarder l'idée en faisant appel à de tels modèles, en dépit de leur caractère à bien des égards peu satisfaisant. Bon, tout cela est déconcertant. Reste que la physique quantique existe, et qui plus est, aussi longtemps qu'il est question non pas de réalité, mais seulement de prévision ou d'explication de résultats expérimentaux, elle est étonnamment féconde, comme on a vu. Au surplus, on peut montrer que de toute façon, la non-localité ne permet pas d'envoi de signaux plus rapides que la lumière. Il est donc théoriquement exclu qu'on puisse jamais s'en servir, ce qui pousse certains à estimer qu'elle échappe un peu au domaine de la physique proprement dite. Alors, comment les physiciens théoriciens ont-ils, dans leur ensemble, fait face à cette drôle de situation? Eh bien, dans le détail, les réactions furent très diverses et le sont encore. En témoignent en particulier les échanges de vues que nous avons depuis 2 ans à ce sujet à l'Institut. Hervé Sbien y a fait allusion tout à l'heure. Aujourd'hui, beaucoup font valoir que la recherche continue à engranger des découvertes dont on ne sait pas quels horizons elles ouvriront. Certains en infèrent qu'il est un peu vain de même se poser des questions sur la réalité en soi. D'autres continuent à construire des modèles mathématiques. Mais beaucoup font valoir que nous faisons nous-mêmes partie du monde, que nous sommes dedans, et qu'aussi longtemps qu'on est dans quelque chose, il est impossible de se former une vue exacte, une God's eye view, comme disent les anglo-saxons, de ce quelque chose. De fait, durant les dernières décennies, les travaux ayant le plus retenu l'attention sont ceux de chercheurs ayant cherché, et en grande partie réussi, à expliquer par la mécanique quantique, comprise comme simple outil de prédiction d'observation, non pas comment les choses sont, mais comment elles nous apparaissent. Pourquoi, dans le domaine macroscopique, nous avons telles ou telles impressions de percevoir, qu'il s'agisse de choses banales ou de résultats d'expérience. Certains font appel pour cela à une notion très intéressante que dans notre jargon toujours, nous appelons la décohérence. D'autres se fondent sur des arguments tirés de la mécanique statistique, quantique, etc. Manifestement, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail de ces recherches. Mais nous pouvons, je crois, en dégager l'esprit, qui est que même sans viser à la construction d'un modèle du réel en soi, c'est déjà très beau de pouvoir rendre compte par une théorie unifiée de l'ensemble de ce qu'on perçoit. Oh, je sais bien que renoncer sincèrement à toute forme de réalisme est difficile. Ce micro que je vois devant moi n'existe-t-il pas tout à fait indépendamment de moi? Cet arc-en-ciel dont un ami me parlait l'autre jour, n'existait-il pas tout à fait indépendamment de lui? Bon, laissons le micro pour l'instant et parlons un peu de l'arc-en-ciel. Oh, il n'y a rien de mystérieux. Son explication constitue même un des premiers succès de la physique, puisqu'elle remonte à Descartes en personne. Celui de mon ami se détachait sur un paysage bien connu de lui. Il y paraissait comme posé, comme une espèce d'arche qui se trouvait là.
Si bien que, étant en voiture, l'envie lui a pris d'en faire le tour. Mais là, pas moyen. Quand il s'est mis à rouler, imaginez-vous que ce diable d'arc-en-ciel s'est mis à bouger. Pas moyen même d'en avoir une vue de profil. Alors, bien sûr, l'ami en question s'est tout de suite précipité sur son Descartes, et il a compris que c'était les lois mêmes de la physique qui s'opposaient à son dessein, que dans le cas de l'arc-en-ciel, ce que nous voyons, ce n'est pas la réalité, les gouttes de pluie, mais une apparence. Certes, l'arc n'est pas une illusion. Quand nous sommes plusieurs en un même lieu, nous sommes tous d'accord pour dire qu'il y a un arc-en-ciel, ou s'il y en a un, ou qu'il n'y en a pas. Et s'il y en a un, nous sommes tous d'accord pour, en ce qui concerne la direction dans laquelle on voit cet arc-en-ciel. N'empêche que ce n'est pas une réalité en soi, puisque sa position dépend de la nôtre. Sans du tout que cela viole en rien les lois de la physique, même classique. Alors, n'est-il pas concevable, après tout, qu'il en aille de même en ce qui concerne les objets ordinaires? Qu'eux aussi, finalement, soient des apparences collectives, comme la physique quantique semble le suggérer. C'est, me semble-t-il, la position que, explicitement ou implicitement, le plus souvent implicitement, les éminents chercheurs dont je parlais semblent adopter. Au fond, voyez-vous, si l'on imagine un livre qui décrirait l'ensemble de leurs recherches, en pastichant le titre d'un important ouvrage de l'école de Heidelberg, on pourrait assez bien l'intituler « La mécanique quantique et l'apparence d'un monde classique ». Assurément, nous devons bien réaliser ce que cette approche implique. Laisser tomber le réalisme des entités signifie que notre savoir scientifique ne nous informe pas sur la réalité en soi, autrement dit sur le réel, le fond des choses, mais constitue simplement une synthèse de l'expérience humaine communicable, forcément limitée, construite par la raison humaine, forcément limitée elle aussi. Certes, on peut répugner un renoncement d'une telle ampleur, mais d'un autre côté, rappelons-nous que de toute manière, si on veut conserver le réalisme des entités, alors la violation des inégalités de Bell doit être prise en compte. Et qu'en raison de la globalité cachée qu'elle implique, nous sommes alors forcés de renoncer à l'idée réaliste et toute naturelle que tout objet, si petit qu'il soit, se trouve à chaque instant dans une région donnée de l'espace et n'interagit pratiquement pas avec ceux situés très très loin. Dans ces conditions, renoncement pour renoncement, celui plus général du renoncement au réalisme des entités prend un aspect très nettement moins déplaisant. Au reste, n'oublions pas qu'un tel renoncement a été défendu bien avant l'arrivée de la mécanique quantique par de très éminents scientifiques. Ici, je me bornerai à vous rappeler le membre de phrase de Henri Poincaré évoquant dans La science de l'hypothèse je cite, les objets réels que la nature nous cachera éternellement. Ça date de 1902. Et j'ajouterai que l'idée très voisine qu'il n'existe pas une vérité unique vers la découverte de laquelle la science se dirigerait est soutenue même par des neurophilosophes matérialistes tels que Paul Churchland, très connu en Amérique. Enfin, me tournant maintenant vers la philosophie, je noterai que ce renoncement à l'idée que la science révélerait un réel en soi est implicite dans toutes les épistémologies à coloration positiviste, constructiviste, etc., très en faveur depuis longtemps déjà. Il est vrai que la plupart du temps, leurs partisans ne prennent guère la peine de mentionner nettement la chose.
Ce qui fait que certains commentateurs confondent même parfois positivisme et matérialisme. Mais il suffit de lire d'un œil un peu attentif les chefs de file positivistes pour rétablir la vérité. Pour toutes ces raisons, je tiendrai donc à partir d'ici pour acquis que les informations fournies par la physique actuelle ne sont pas des descriptions d'une réalité qui serait extérieure à tout observateur. Cela étant admis, la question philosophique se pose. Comment faut-il interpréter les informations en question? Nous apprennent-elles quelque chose quant à la nature de la connaissance et quant à ce sur quoi elles portent? La question est téméraire. La seule chose certaine étant, comme nous l'avons vu, qu'il n'y a pas de réponse conforme à ce qui paraît être le gros bon sens. Toutes les tentatives qui furent faites s'en écartent donc de ce gros bon sens. Dans cette dernière partie, très nettement plus spéculative de l'exposé, je ne vais pas les passer en revue, d'autant que quant à moi, la situation étant celle que nous avons vue, je ne vois guère que deux lignes de pensée valables. L'une d'elles s'inscrit dans la lignée d'une grande tradition philosophique remontant pour le moins jusqu'à Berkeley et surtout Kant. Elle explique les difficultés rencontrées comme autant de validation de la grande thèse de ces penseurs, à savoir que notre réflexion discursive à base de raisonnement et de déduction doit se limiter aux données de notre expérience collective. Et surtout, ne doit pas essayer de les interpréter comme renvoyant à une réalité en soi, notion qu'il rejette comme métaphysique. De fait, cette théorie va même jusqu'à poser que ces données de l'expérience émanent essentiellement de nous. Erwin Schrödinger en particulier, qui, comme vous le savez peut-être, mais certains d'entre vous ne le savent probablement pas, je parle surtout des physiciens parmi vous, Erwin Schrödinger était aussi un philosophe. Et en tant que philosophe, il expliquait par là l'incapacité de la science à rendre authentiquement compte de ce qui touche aux émotions. Elle ne sait rien, nous dit-il, du beau et du laid, de l'amer et du doux, de la douleur et du plaisir physique, du bien et du mal. Et quand elle s'imagine nous en parler, ce qu'elle dit est hors sujet. Dans sa manière de voir, cette lacune s'expliquait très simplement. Elle tenait justement au fait que ce monde dont la science nous offre un tableau émane en fait de nous, à savoir de l'esprit humain. Celui-ci n'est donc pas un élément du monde, ce qui fait que la science ne peut pas l'y représenter. Une théorie voisine de celle-ci, très voisine même, de celle-ci, a été développée par un physicien américain dont vous avez sûrement entendu parler, qui est mort il y a quelques années, John Archibald Wheeler. Et John Archibald Wheeler avait un don particulier pour inventer des expressions qui frappent. C'est à lui, par exemple, que nous devons l'expression « trou noir » pour désigner ce que nous appelons maintenant tous des trous noirs. Et pour désigner sa théorie à lui, enfin sa philosophie, disons, tirée de la mécanique quantique et très semblable à celle que je viens de résumer, il avait trouvé aussi une expression magnifique par sa concision, mais que je ne peux dire qu'en anglais, parce qu'il n'y a que en anglais qu'elle soit concise, justement, et donc amusante, c'est « it from bit ». « It », c'est le « il » français, c'est la troisième personne du singulier, et donc ça désigne la chose. Et « bit », c'est l'expression classique
pour désigner l'élément d'information, l'élément élémentaire, disons, d'information. Et it from bit, ça désigne très bien ça, la chose from vient de bit, l'information, l'expérience, la connaissance. Bon, en français c'est beaucoup moins joli, mais enfin, sa théorie tient très bien debout. Malgré tout, cette première solution, cette première ligne de pensée, bon, certes, elle tient debout, elle est assurément même très valable et intéressante, elle est activement poursuivie et rationnellement développée par des penseurs tels qu'en France Michel Pitbol, ici présent, et son soutien par Schrödinger lui confère à mes yeux un poids additionnel. Mais malgré tout, sa radicalité m'effraie un peu. Suggérer que l'esprit humain est premier par rapport à tout, ne serait-ce pas aller trop loin? Il est clair en tout cas que dans ce domaine, la plupart des scientifiques nourrissent des vues plus conservatrices. Ils ne peuvent donner foi à une théorie quelconque, si rationnelle qu'elle soit, aussi longtemps qu'elle n'a pas subi le test de l'expérience avec succès. Ils ressentent, naïvement peut-être, le verdict expérimental comme provenant de quelque chose qui n'est pas eux, en dehors d'eux. Et ils ont donc tout naturellement le sentiment qu'entre le réel et eux, il y a relation et non identification. Eh bien, l'autre ligne de pensée à laquelle je songe s'inspire de ce sentiment-là. Elle consiste à estimer qu'en dépit des très sérieuses difficultés que nous avons vues, il doit quand même être possible de sauver quelque chose du réalisme, pris au sens le plus large possible. Jusqu'ici, en effet, nous avons parlé du réalisme local ou des entités sans tellement réfléchir sur lui. Or, il est manifestement une addition, pour mieux dire un empilement de deux postulats bien distincts. Le premier pose que l'existence est première par rapport à la connaissance et ouvre par là la possibilité qu'existe un réel qui ne soit pas nous. Et le second pose que ce réel est en droit connaissable par l'être humain. Or, c'est finalement ce second postulat, à lui seul, qui nous a mis dans l'embarras. Pour échapper à la difficulté, il convient évidemment de rejeter ce postulat-là, et il semble qu'on puisse alors conserver l'autre, le premier, celui que l'existence est première par rapport à la connaissance, et donc la possibilité qu'il existe un réel en soi, indépendant de nous. Et je remarque qu'il n'est même pas indispensable de couper tout lien entre le réel et nos esprits. Il suffit de considérer que le réel les influence, mais d'une manière si indirecte que nous ne pouvons pas remonter systématiquement des effets aux causes et par là décrire scientifiquement ce réel en soi. En m'inspirant, une fois encore, mais cette fois d'une façon très approximative, d'une remarque de Ernst Wien, j'aimerais souligner que, loin d'être ésotérique, l'idée d'un réel en soi se situant pour une grande part au-delà de la portée de nos concepts a au contraire quelque chose d'assez naturel. Il semble en effet clair que la puissance de conceptualisation de l'être humain est supérieure à celle du chien, ou même du singe. Alors, qui nous dit que l'homme a atteint la limite en ce domaine? La limite de ce qui est conceptualisable. Et s'il n'en est rien, si l'homme n'a pas atteint cette limite, qui nous garantit que le fond des choses, qui n'est pas accessible aux chiens, le soit à nous? Nous arrivons ainsi à l'idée que si nous répugnons à nous voir seuls existants, comme le voudraient Schrödinger et Wheeler, encore pour Wheeler, c'est pas tout à fait ça, mais pour Schrödinger, c'est bien ça. Si nous répugnons donc à nous voir seulement tous
à nous voir comme étant les seuls existants, nous devons prendre au sérieux la notion d'un fond des choses, suprêmement réel, mais en revanche situé tellement au-delà de la portée de nos concepts, aussi bien familiers que mathématiques, que les phénomènes, tant ceux que l'on perçoit que ceux que la science décrit, ne nous permettent pas de le décrypter. Sur lui, ils fournissent au mieux des lueurs, et encore très incertaines. C'est pourquoi je le nomme le réel voilé. Il est évident que dans ce domaine d'un réel non conceptualisable, tout discours ne peut être que flou, qu'il serait vain d'y échanger arguments et contre-arguments. Que les mots n'y peuvent être qu'évocateurs de choses devinées, proches de ces émotions dont Schrödinger nous rappelait que la science n'y atteint pas. Méditer sur ces lueurs dont je parlais, c'est donc s'engager dans la voie de la philosophie spéculative. Bon, je sais que c'est pas très apprécié, mais après tout, en dehors des heures de travail, ce n'est sans doute quand même pas interdit. Et si je le fais, alors ce qui me paraît à moi assez naturel, c'est de demander à la mécanique quantique ce qu'elle suggère. Et là, nous avons vu au début de cet exposé que dans son formalisme, est tout naturellement globalisant. Les fonctions d'onde de deux particules qui s'entrechoquent à l'arrivée n'en forment plus qu'une, etc. D'où finalement la conception qui me semble à moi la plus séduisante, non pas celle communément reçue d'un réel en soi atomisé en une multitude d'éléments simples, quarks, électrons, etc., plus ou moins localisés, et qui par combinaison engendrerait les objets et êtres composant le monde. Cette vision-là est intenable, nous l'avons vu. Mais au contraire, celle d'un réel essentiellement global, quelque chose comme l'un de Plotin, mais que nos esprits ne perçoivent que sous les apparences d'une multitude d'objets. Et pour conclure, j'irai encore un peu plus loin. À mon sens, mais vous me suivrez ou pas, devoir abandonner le réalisme est plutôt une bonne nouvelle car il nous donnait une vision réductrice de l'être. Selon lui, la science était seule qualifiée pour nous donner accès au fond des choses. De ce fait, l'art, la musique, la poésie s'y trouvaient confinés dans le seul domaine du plaisir. Intuitivement, la plupart des grands amateurs de musique classique, de peinture ou de poésie ont le sentiment, pour certains même la conviction, qu'au-delà du simple plaisir, les émotions que leur donnent ces choses leur ouvrent comme une fenêtre vers un quelque chose dont ils savent intuitivement qu'il est essentiel. Bien entendu, nous sommes là bien loin d'un savoir conceptualisé, et cela d'autant plus que l'émotion artistique implique essentiellement le sentiment d'un domaine mystérieux, dont on ne peut capter que des lueurs. Eh bien, il me semble que, tel que j'ai essayé de vous la décrire, la conception du réel voilé a de vraies similarités avec l'état d'esprit de ces personnes, et qu'elle lui donne une sorte de légitimation, même au regard de la froide raison. Certes, je ne dirais pas avec François Villon, rien ne m'est sûr que la chose incertaine, mais je dis cependant qu'aujourd'hui, sa belle notion de chose incertaine est plus qu'une rêverie poétique et ne mérite en rien l'éventuel dédain du scientifique. Je vous remercie.